Donc une petite vidéo sur la maturation et l'adressage des protéines. Donc dès lors que la protéine est synthétisée, comme nous l'avons vu dans la vidéo de la traduction, qu'elle soit synthétisée dans le cytosol ou le réticulum endoplasmique granuleux, qu'elle passe dans le réticulum endoplasmique granuleux en cours de synthèse, elle doit acquérir sa forme. Donc il y a certaines structures primaires qui permettent une acquisition autonome du repliement tridimensionnel de la structure tertiaire, mais il y a souvent nécessité d'autres protéines, les chaperones, qui permettent de faciliter l'acquisition de la forme correcte. Et les protéines qui n'ont pas une forme correcte sont en général détruites, comme on le verra par la suite, notamment par le protéasome. Donc il y a des chaperones monomériques qui vont par exemple rapprocher les secteurs hydrophobes de la protéine, puisque le repliement commence en général par le cœur hydrophobe, pour se terminer par les acides aminés périphériques plus hydrophiles. Et puis il y a des chaperones qu'on appelle notamment les chaperonines oligomériques, donc formées de plusieurs sous-unités à structure quaternaire. Donc là le principe est un peu différent. Elles créent un micro-environnement qui favorise le reploiement correct de la protéine, en liant par exemple des parties hydrophobes qui ne doivent pas se lier entre elles, pour les empêcher de se lier entre elles. Donc ces deux types de chaperones consomment de l'énergie. Il y a besoin d'hydrolyse d'ATP pour passer dans une configuration fermée de réalisation de la fonction. En termes de maturation des protéines, il y a aussi tout un tas de modifications post-traductionnelles des protéines qui peuvent avoir lieu dans le système endomembranaire, par exemple la N-glycosylation, qui est la fixation de résidus oxidiques sur les asparagines, qui débute dans le réticulum endoplasmique, et la O-glycosylation qui débute dans le Golgi. Donc l'ajout de chaînes oligosaccharidiques, on l'a vu dans le cours de biochimie sur les protéines, plus ou moins longues, qui vont participer au repliement de la protéine, ou alors à des fonctions d'ancrage, d'interaction entre différentes protéines par exemple, ou à la formation du glycocalyx, ou à apporter une information de séquence, comme dans le cas des groupes sanguins. Dans ce cas-là, c'est pas des protéines qui sont impliquées, mais des lipides, mais au niveau du glycocalyx, il y a tout un tas de résidus, de chaînes oligosaccharidiques qui ont des rôles informationnels ou d'interaction. Donc il y a tout un tas de modifications post-traductionnelles possibles. Il y a aussi les hydroxylations, par exemple des lysines, avec les hydroxylysines ou les hydroxyprolines du collagène, qui se déroulent dans le système endomembranaire. Il y a des sulfatations, des phosphorylations, bien que ces modifications-là interviennent surtout dans le contrôle de l'activité des enzymes notamment, des protéines de manière générale. Autre exemple de maturation post-traductionnelle, donc la maturation peut avoir lieu dans le milieu extracellulaire, c'est le cas par exemple du collagène. On a vu qu'il y avait un clivage protéolytique pour l'assemblage des fibrilles de collagène. C'est le cas aussi des enzymes pancréatiques, donc les imogènes, qui sont des proenzymes inactives, pour ne pas lyser l'intérieur de la cellule, sont activées dans le duodénum par une enzyme de la membrane des entérocytes, l'entérokinase, qui transforme le trypsinogène en trypsine. Ensuite, il y a une activité autocatalytique, puisque cette protéase, la trypsine, peut activer d'autres trypsinogènes ou d'autres protéases du suc pancréatique. Donc le principe, c'est qu'en fait, on a un propeptide qui fait quelques acides aminés, qui portent des charges négatives. Il y a des fonctions acides carboxyliques, des aspartates notamment, qui se lie à une portion portant des charges positives, donc des acides aminés basiques comme la lysine par exemple, ce qui masque le site actif. Et donc là, le clivage protéolytique permet de démasquer le site actif de l'enzyme. Donc un exemple de maturation post-traductionnelle, ce clivage protéolytique est très fréquent. On trouve aussi par exemple pour l'insuline, qui va permettre l'association des deux sous-unités au sein de l'hormone active. Donc il y a tout un tas de modifications post-traductionnelles, outre l'acquisition de la forme, qui sont nécessaires à l'acquisition de la fonction des protéines.
Mais pour que ces protéines soient fonctionnelles, il faut avant tout qu'elles soient adressées correctement, donc qu'elles soient adressées vers le bon compartiment. On a déjà vu dans le panorama, première partie du cours, sur les biosynthèses, qu'il y a deux voies de synthèse pour les protéines, la voie cytosolique et la voie du réticulum endoplasmique granuleux. Donc ici on détaille l'adressage au réticulum endoplasmique granuleux qui est co-traductionnel. Donc on a un assemblage supramoléculaire, une particule ribonucléoprotéique, une protéine avec un petit ARN cytoplasmique, la particule SRP, particule de reconnaissance du signal, qui va se fixer sur le début de la protéine en cours de traduction. Donc on parle de peptide signal, fait d'une quinzaine à une trentaine d'acides aminés, avec des acides aminés particuliers, des acides aminés basiques pour une partie, et puis des acides aminés hydrophobes pour une autre partie. Donc ce peptide signal est reconnu par la particule SRP, qui est elle-même reconnue par un récepteur de SRP sur le réticulum endoplasmique granuleux, ce qui induit l'accrochage sur un translocon, qui va permettre la traversée de la protéine en cours de synthèse. Donc on parle d'insertion co-traductionnelle. Donc, au fur et à mesure que la protéine est synthétisée, elle est insérée dans le réticulum endoplasmique granuleux. Donc c'est ce que l'on observe pour les protéines à destinée membranaire, lysosomiales, extracellulaires notamment. Et cette insertion peut être complexe parce qu'elle peut faire intervenir différents signaux dans la structure primaire qui vont permettre une insertion membranaire pour les futures protéines membranaires, par exemple récepteurs couplés aux protéines G, dans le cas du glucagon notamment, qui ont cette traversée transmembranaire. Donc il faut qu'elles soient insérées dans la membrane à certains moments, et pour d'autres sections de la protéine, qu'elles soient dans la lumière du réticulum. Donc il y a d'autres signaux tout au long de la structure primaire qui permettent l'insertion correcte dans la membrane des segments hydrophobes membranaires. Donc ça c'est le premier adressage au cours de la traduction qui a lieu, et s'il n'y a pas ce peptide signal, dans la plupart des cas, parce qu'il y a des cas particuliers d'adressage au réticulum endoplasmique granuleux, la traduction elle est cytosolique. Donc ensuite il y a d'autres signaux d'adressage au niveau des protéines. Par exemple dans le cas de la traduction cytosolique, on a une séquence de plusieurs dizaines d'acides aminés qui est une hélice alpha amphipathique un peu hydrophobe sur une face et basique hydrophile sur l'autre. Donc qui est la séquence signal. Donc là c'est plutôt une structure secondaire particulière qui est reconnue par un récepteur de la membrane externe, qui s'associe à un complexe de translocase. Alors assez complexe puisque là il y a deux parties, Tim et Tom, la translocase de la membrane interne et la translocase de la membrane externe, à hauteur pour Tom, membrane externe, qui s'associent. Donc il y a différentes sous-unités, il y a différentes protéines qui interviennent dans ces complexes, qui forment ce translocon. On parle des complexes Tom pour la membrane externe et Tim pour la membrane interne. Donc cette association complexe permet de créer une voie de passage sélective, puisqu'elle nécessite l'association de ce récepteur dans la membrane des protéines mitochondriales matricielles. Dans le cas des protéines de la membrane interne des mitochondries, comme par exemple l'ATP synthétase, qui intervient dans la chaîne respiratoire, il y a deux types de séquences signal qui se suivent. Et le second peptide signal permet la reconnaissance par un récepteur de la membrane interne et l'insertion dans la membrane interne par la suite. Donc vous voyez, peut y avoir plusieurs séquences d'adressage successives. La séquence d'adressage peut être une séquence particulière en acide aminé, avec un type d'acide aminé particulier, une structure secondaire particulière, voire une structure tertiaire particulière dans certains cas, comme par exemple pour l'adressage dans le noyau. Donc justement pour l'adressage dans le noyau, il y a plusieurs types d'adressage, notamment ces patchs qui correspondent à des structures tridimensionnelles particulières de protéines, mais il y a aussi le système de la séquence d'adressage basée sur la structure primaire de la protéine, donc une courte séquence d'acides aminés qu'on va trouver en partie C-terminale ou à l'intérieur de la protéine, qui est la séquence NLS, Nuclear Localization Signal, qui va permettre le passage des pores nucléaires. Donc le pore nucléaire, c'est un gros assemblage supramoléculaire qui contrôle le passage des différents éléments.
via des protéines comme les importines par exemple, qui interviennent dans l'importation des protéines à l'intérieur du noyau, par exemple l'ADN polymérase ou l'ARN polymérase, via la reconnaissance de ces peptides NLS, ces parties de la structure primaire, permettent l'adressage au noyau. Donc là, la traduction est cytosolique dans ce cas-là, et comme pour les mitochondries, une séquence particulière d'acides aminés dans la structure primaire qui permet l'adressage vers l'organite. Donc il y a d'autres systèmes d'adressage, hein. Dans le cas du système endomembranaire, c'est les vésicules via les SNER, par exemple comme ici entre le réticulum et le Golgi, qui permettent l'adressage. Donc les V-SNER portés par les vésicules sont complémentaires des T-SNER portés par le target par le compartiment cible, ce qui permet d'orienter le flux vésiculaire. Donc ici par exemple entre le réticulum et l'appareil de Golgi. Donc les vésicules avec le système des SNER, c'est aussi un moyen d'adressage des protéines qui intervient notamment dans l'exocytose. Exocytose qui peut être constitutive ou contrôlée, avec dans ce cas-là, ce qui est représenté sur ce schéma, un manteau de clatrine autour des vésicules notamment. Donc spécificité, association spécifique entre V-SNER et T-SNER qui permettent le bon adressage de certaines protéines, donc les protéines membranaires, les protéines sécrétées notamment. Donc il y a aussi des adressages particuliers, par exemple dans le lysosome, qui intervient dans la digestion, par exemple, des vésicules d'endocytose. On avait vu l'endocytose dans les échanges membranaires. Il y a tout un tas d'hydrolases, un pH particulier, grâce à un transport actif primaire de protons, un pH acide qui permet une bonne hydrolyse de différents types de molécules utilisées par la cellule ou recyclées par la cellule. Dans le cadre du lysosome, l'adressage se fait par un mannose 6-phosphate qui est porté sur une chaîne oligosaccharidique de la protéine. Donc encore un système d'adressage différent ici qui fait intervenir un ose phosphorylé. Un récepteur dans le Golgi reconnaît ce mannose 6-phosphate et oriente vers des vésicules recouvertes à destination via leur V-SNER et T-SNER du lysosome. Et ensuite il y a recyclage de ces récepteurs vers le Golgi. Donc voilà, en conclusion, donc, lorsque la protéine est synthétisée, si elle est synthétisée dans le cytosol, elle va être adressée aux mitochondries, peroxysomes ou noyaux via en général des séquences d'adressage, des suites d'acides aminés au niveau de la structure primaire, comme la séquence NLS pour le noyau par exemple, qui peuvent être en position N-terminale, c'est le cas des mitochondries par exemple, ou pas, c'est le cas de la séquence NLS qui est plutôt C-terminale en général. Lorsque il y a un peptide signal particulier, l'insertion cotraductionnelle dans le réticulum se déroule. On a des protéines membranaires, des protéines à destination des vésicules de sécrétion, des protéines à destination des lysosomes. Et dans ce cas-là, un adressage particulier avec un ose phosphorylé, le mannose 6-phosphate. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir une suite de signaux d'adressage qui conduisent à la bonne destination. C'est le cas aussi dans le premier cas, puisque dans la mitochondrie, on a par exemple deux signaux d'adressage différents pour les protéines de la membrane interne. Donc en termes d'adressage, on va avoir soit des séquences en acides aminés particulières, comme le peptide signal, soit des structures secondaires ou tertiaires, soit des oses particuliers, soit des adressages par des vésicules via le système V-SNER et T-SNER. Enfin, on peut évoquer ce qui se passe aussi après la traduction en termes de durée de vie des protéines. Durée de vie des protéines, ça va de quelques minutes à quelques jours. Elles sont constamment renouvelées et dans certains cas, certaines protéines peuvent être dégradées plus rapidement, comme par exemple les protéines régulatrices qui sont dégradées dans les 30 minutes, 1 heure après leur synthèse, et de manière contrôlable, notamment par des systèmes d'étiquettes. Donc l'ubiquitine qui est une petite protéine qui va être fixée sur certaines protéines. Plus il y a d'ubiquitine, en gros, plus complexe que cela, mais plus la protéine va être dégradée rapidement. Elle est dégradée par un assemblage supramoléculaire avec des activités protéases, le protéasome. Donc ça permet aussi un contrôle de l'expression de l'information génétique, puisque ça va limiter dans le temps la présence d'une protéine particulière
occupant une fonction particulière. En termes de contrôle, pour ce qui est de la synthèse des protéines, on peut aussi revenir donc sur le contrôle du protéome de manière générale. Intervient aussi la durée de vie des ARN via des séquences particulières en 3' UTR, via la longueur de la queue poly-A, qui rend plus ou moins sensible à l'activité des exonucléases, et via des systèmes d'interférence ARN. Donc le complexe du protéome, maintenant qu'on a vu l'ensemble de la biosynthèse des protéines et de la génétique, il a lieu au niveau de l'expression du génome, donc contrôle transcriptionnel, post-transcriptionnel. Il a lieu notamment au niveau de la traduction par l'interférence ARN, qu'on va rappeler pour terminer. Il a lieu, ce contrôle, au niveau de la dégradation des protéines, comme on l'a vu précédemment. Donc, en ce qui concerne les ARN messagers, différents facteurs contrôlent leur durée de vie, mais notamment l'interférence ARN, qui va être un contrôle efficace de la traduction. Donc on a un micro-ARN qui est fabriqué, qui représente un appariement intramoléculaire, puis donc un ARN double brin qui est clivé par la nucléase Dicer, qui va s'associer à un complexe risque. Donc cet ARN antisens en fait est complémentaire de la séquence d'un ARN messager, ce qui va bloquer la traduction ou entraîner la dégradation de l'ARN messager. Donc dans les deux cas, un contrôle post-transcriptionnel important dans certains groupes d'êtres vivants de l'expression de l'information génétique.